Bien, chers amis, nous allons commencer cette conférence débat. Tout d'abord, un grand merci à tous et à toutes de vous être connectés pour participer aux échanges de ce soir. Nous nous retrouvons donc à l'occasion de la sortie du livre de Brahim Mansour qui s'appelle «L'Algérie, un rebond diplomatique» et qui a été publié aux éditions Erol, que je remercie d'avoir contribué donc à la publication de cet ouvrage. Je pense que cet ouvrage vient véritablement à point nommé parce que ce n'est pas un des moindres paradoxes que ce pays avec lequel nous avons pour le meilleur et pour le pire de multiples liens ne soit en réalité pas très bien connu en France, ou souvent victime d'a priori négatifs, de jugements à l'emporte-pièce et de formulations politiques qui ne sont pas toujours au niveau de ce qu'ils devraient être. Et quand je dis cela, c'est un doux euphémisme. Nous savons en effet la difficulté des relations bilatérales qui décidément n'arrivent pas à se fluidifier au fil des ans et probablement la charge émotionnelle qui régit les relations entre la France et l'Algérie euh, va continuer à prévaloir en réalité. Et on regrette qu'il n'y ait pas suffisamment de papiers, de textes, de livres, d'articles qui puissent de façon rationnelle, raisonnable, mettre noir sur blanc les points d'accord, les points de divergence. Et les divergences sont nombreuses, mais contrairement à cela, c'est souvent, encore une fois, les invectives qui semblent prévaloir sur les deux rives de la Méditerranée, ce qui est fort regrettable. Alors, un des mérites de ce livre, je crois, c'est déjà de nous recontextualiser l'ensemble des dossiers, ils sont nombreux, qui justement irriguent les relations, parfois difficiles, chaotiques, entre les deux pays. Mais je pense que la contextualisation systématique des dossiers qui sont abordés au fil des pages qu'a traité Brahim Mansour nous permettent non seulement de nous faire une idée assez précise du point de situation où nous en sommes, nous permettent aussi d'avoir un tableau que je juge assez dense de la situation actuelle en Algérie, de ses contradictions, de ses défis, mais aussi des atouts de ce pays, c'est incontestable. C'est donc de ces différentes questions que nous allons discuter, échanger ce soir, à propos desquelles nous allons échanger ce soir. Et je voudrais bien sûr remercier Brahim d'être présent, mais c'est le minimum, mais aussi remercier Fatia Talaït, qui est économiste chargé de recherche au CNRS et qui consacre depuis de nombreuses années ses travaux à l'Algérie, mais plus généralement aux mondes arabes, au Moyen-Orient, ainsi d'ailleurs qu'aux problématiques de genre. Et elle a à ce propos coordonné ou dirigé de multiples ouvrages collectifs et a elle-même produit de nombreux articles. Et donc un grand merci à elle de participer à ce débat ce soir. Merci aussi à Adelaine Mohamedi. Moi, Adelaine est le directeur scientifique du cabinet AESMAC, qui est un centre d'expertise stratégique privé. Adelaine enseigne à Paris 3 Sorbonne, publie régulièrement dans de nombreux médias et a consacré sa thèse de doctorat qu'il a soutenue il y a quelques années à la politique arabe de la Russie post-soviétique. Et donc l'un et l'autre vont sûrement éclairer les propos qui sont contenus dans le bouquin. Et nous allons d'ailleurs procéder de la façon suivante. Bien sûr, à tout seigneur, tout honneur, nous laisserons Brahim Mansour présenter son bouquin, nous expliquer pourquoi, comment, les objectifs qu'il s'était fixés. Et ensuite, je laisserai la parole à Fatia et à Adelaine de façon à ce qu'ils nous donnent leur point de vue critique, aimablement critique, fraternellement critique, à l'encontre ou à l'égard du livre de Brahim Mansour. Et pour ma part, je me permettrai de compléter leurs propos par une question que je leur poserai à chacun. Tout cela nous permettant, dans une deuxième séquence de la soirée, de vous laisser la parole, vous et, qui êtes connectés. Alors, je vois le chiffre pour l'instant, il y a 181 personnes, 182 personnes qui sont connectées, donc c'est un véritable succès. Et je pense qu'il y aura de nombreuses questions. Alors la règle aussi, c'est que ces questions doivent nous être adressées par écrit, par le chat qui est à votre disposition. Et j'essaierai d'en retranscrire le maximum et de les passer à nos intervenants de ce soir. Ces fortes choses étant dites, eh bien Brahim, je te laisse la parole pour nous présenter rapidement le pourquoi, le comment, les objectifs du livre que tu viens de sortir.
Oui, merci Didier, bonsoir à tous. Oui, l'objectif de cet ouvrage est d'apporter un éclairage ou quelques clés de compréhension sur l'Algérie, comme tu viens de le citer, un pays peu ou mal connu, notamment ici en France, malgré la proximité historique, géographique entre les deux pays. Et très peu connu également par beaucoup d'Algériens pour multiples raisons. Il y a l'opacité de l'État algérien, du pouvoir qui communique peu sur ses politiques. Sur sa politique globalement. Il y a aussi la fermeture de pays, ou relative bien sûr au tourisme, donc peu de Français ou d'étrangers se rendent en Algérie pour découvrir le pays, côté des médias également. Donc, les journalistes n'ont pas toutes les facilités, en tout cas, pour se rendre sur place et, en tout cas, rendre compte et publier sur ce pays et comprendre mieux l'évolution que connaît ce pays. L'autre aussi, l'autre raison aussi pour laquelle ces pages sont publiées, c'est les développements récents. Les développements récents au niveau local, régional. Il y a eu, donc on est à près de 5 ans depuis le déclenchement du mouvement populaire, donc le Hirak du 22 février 2019, et puis le regain des tensions entre l'Algérie et le Maroc, avec je dirais, les relations également tumultueuses entre l'Algérie et la France et le rapprochement, donc paradoxalement, avec la volonté de rapprochement entre les deux pays qui traduisent les, euh, les difficultés, en tout cas, qu'on rencontre les deux pays dans leurs relations bilatérales. Euh, pour un petit peu élucider mon propos, je vais axer en tout cas mon propos sur 3 points essentiels, ou 3 volets: politique, économique et diplomatique, qui sont intrinsèquement liés. Comme je disais, après le Hirak, l'élan qui a été suscité par le Hirak, c'est en quelque sorte essoufflé depuis quelques mois plus tard, avec la résilience, en tout cas, du système politique algérien au changement. C'est ce qui est l'objet aussi de ce livre, c'est de comprendre la capacité de résilience, le fonctionnement du système politique algérien, et qui a conduit aujourd'hui à la fermeture de l'espace public, et le choix qui a été fait par les dirigeants de fermer l'espace public et de durcir la politique répressive. Il est essentiel aussi d'aborder le rôle des partis politiques dans ce pays, la société civile plus largement, le rôle de l'armée depuis, je dirais, suite à la guerre de libération qui a rendu inévitable le poids de l'armée après l'indépendance, donc dans le jeu politique du pays, de la gestion en tout cas du pays, et qui est à la fois un acteur, donc l'armée qui est à la fois un acteur de stabilité, facteur de stabilité dans le pays, mais qui impose une gestion sécuritaire, à prédominance en tout cas sécuritaire de l'État. Et cela conduit souvent à une forme d'immobilisme politique, en contradiction avec l'évolution rapide et la dynamique que connaît la société algérienne, qui majoritairement jeune, urbaine, à 60, plus de 70% urbaine, ouverte sur le monde, notamment avec Internet, les réseaux sociaux, l'élargissement de la présence de la téléphonie mobile, et les réseaux sociaux. Très éduqués également, avec un niveau d'éducation important.
cela contribue à une situation de tension intergénérationnelle permanente aussi augmente la frustration au sein d'une jeunesse qui se sent en tout cas marginalisée, pas très écoutée par la classe politique ou les dirigeants. Sur le plan économique, j'abordais bien, certes, il y a une évolution importante, il y a une dynamique économique qui est importante. Récemment, il y a eu donc des créations d'entreprises, l'émergence de grands groupes algériens et puis plusieurs signatures de contrats avec des groupes étrangers, des États dans le cadre des coopérations bilatérales avec la Chine, l'Italie, la France ou d'autres pays dans le cadre de l'exploitation minière, le phosphate, etc., l'énergie verte, etc. J'aimerais souligner sur ce volet deux points essentiels, à mon sens, c'est d'abord cette contradiction, tu l'as cité, cette contradiction entre le potentiel énorme que détient le pays et avec toutes les richesses qu'il détient et le malaise social chronique dont souffre la population algérienne avec l'inflation, des crises de logement, le chômage, etc. Et puis, deuxième point, les dépendances aux hydrocarbures qui souvent devient source de crise cyclique. C'était le cas vers dans les années 80. Et puis, depuis 2014, la chute des prix des hydrocarbures en 2014 ont rapidement ont je dirais, conduit le pays vers une crise à la fois économique, mais parfois multiple, donc économique et politique. Et le problème de l'économie rentière également, c'est de ne pas inciter ou incite moins au développement d'une industrie productive capable à la fois de créer des richesses, mais aussi créer des opportunités d'emploi et d'emploi, donc ce qui malheureusement l'absence de cela pousse la jeunesse algérienne à chercher des opportunités ailleurs, donc à l'étranger, en France, en Europe globalement, en Amérique du Nord ou dans les pays du Golfe. Euh, Plus rapidement, le volet diplomatique, bien évidemment, il y a à la fois une évolution la diplomatie algérienne a connu une évolution de l'activisme révolutionnaire ou diplomatique de post-indépendance et quitte l'héritage direct de la guerre de la guerre de libération également. Euh, et puis aujourd'hui, on sent qu'il y a plus de pragmatisme, plus en tout cas, on est loin de cet activisme des années 70, l'âge d'or de la diplomatie algérienne, où Alger avait joué un rôle important par exemple, dans le soutien des mouvements de libération et d'indépendantistes en Afrique, le mouvement anti-apartheid en Afrique du Sud, ce qui je dirais, renforce de nos jours les relations bilatérales entre l'Afrique du Sud et l'Algérie. Et puis, le rôle qui a été joué en 79-80 lors de la prise d'otage des diplomates américains, du personnel américain en Iran, etc. Aujourd'hui, cette diplomatie ou la politique étrangère de l'Algérie est aussi marquée par les nouvelles configurations régionales et internationales, la crise avec le voisin marocain sur le dossier du Sahara occidental, et puis la normalisation entre le Maroc et Israël. Donc là, on a un acteur nouveau dans la région. Bon, les relations existaient déjà, mais l'officialisation avec la signature d'accords bilatéraux sont considérés par l'Algérie, en tout cas, qui ne reconnaît pas, qui en tout cas, qui a des relations très tendues avec les Israéliens également, compte tenu de son soutien à la cause palestinienne. Et aussi la normalisation d'autres des États arabes avec Israël. Donc cela également cela aussi
je dirais, caractérise cette nouvelle configuration régionale. Au niveau plus large, la guerre en Ukraine qui a eu des conséquences à la fois positives, entre guillemets, bien évidemment, et négatives. Positives parce que la crise énergétique, la flambée des cours énergétiques ont profité, en tout cas, à la fois sur le plan économique à l'Algérie, mais également sur le plan diplomatique. Et donc, ça a conforté la volonté, en tout cas, d'Alger de revenir sur la scène régionale et internationale. Et puis, le point, je dirais, négatif, c'est que cette crise, ou la flambée des cours énergétiques a également un impact sur l'inflation des produits de base dans un pays, comme je venais de le dire, qui produit et qui importe pratiquement tout. Et cela, aujourd'hui, on l'observe avec la fragilisation du pouvoir d'achat, notamment des classes, des familles modestes et des classes moyennes. Pour le moment, il y a aussi la pression que subit Alger, la pression oui, d'autres États, compte tenu des tensions entre, d'une part, la Russie, qui depuis l'intervention, bien sûr, russe en Ukraine, et de l'autre côté, l'Occident, donc qui sont tous les deux partenaires. La Russie, qui est un allié stratégique de l'Algérie, et les Occidentaux également, l'Union européenne, avec lesquels l'Algérie entretient de bonnes relations, notamment en termes de partenariat économique. Je m'arrête là pour ne pas abuser de mon temps et je reste bien sûr ouvert pour répondre à toute question. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Brahim, pour cette présentation synthétique, mais qui reprend effectivement un certain nombre des éléments que tu développes plus longuement dans ton ouvrage. Alors maintenant, la parole est à nos amis qui ont accepté de participer à ce débat pour connaître leur appréciation sur ce livre. Fatia, bah, je te laisse la parole. Merci, Brahim, surtout pour l'invitation à venir débattre de votre ouvrage. Je reconnais que c'était une gageure d'écrire un ouvrage de 236 pages sur l'histoire d'un pays en balayant une période historique aussi large, puisque vous remontez au néolithique, pour déboucher sur la diplomatie du régime Tebboune, avec une double présentation des événements, à la fois chronologique et thématique. Donc, cet ouvrage est très riche, il soulève énormément de questions. Donc, comme ne disposant que de 10 minutes, bon, bien sûr, j'aurais beaucoup à dire, hein, point par point, mais ne disposant que 10 minutes, j'ai choisi de ne pas présenter mes critiques sur l'ensemble du livre, dont j'avoue que je ne partage pas l'essentiel du contenu, mais de me concentrer sur la thèse principale annoncée dans le titre, le rebond diplomatique attribué, si j'ai bien compris, à la présidence Tebboune. Alors, l'argument de cette thèse, c'est que l'Algérie renoue quelque part avec le prestige de sa diplomatie des années 60-70, dont sont rappelés les principaux faits d'armes. Voilà, vous les avez évoqués, soutien au mouvement révolutionnaire, dont Mandela dès 61 au Maroc, qui était venu s'entraîner dans un camp du FLN. Et puis, après l'indépendance, plusieurs mouvements installent leur bureau à Alger, des indépendantistes africains aux militants du Fatah palestinien, etc. Bon. Et vous citez, vous rappelez d'autres événements. En 65, Alger rompt ses relations diplomatiques avec Londres en solidarité avec les nationalistes de la Rhodésie, qui deviendra le Zimbabwe. En 74, elle contribue à l'exclusion de l'Afrique du Sud de l'ONU. En 67, l'Algérie rompt ses relations diplomatiques avec Washington et elle ne les renouera qu'en 74. Par la suite, donc, vous parlez d'un jeu d'équilibre entre l'Occident et l'URSS pour la période qui suit, et vous évoquez l'effacement de la diplomatie algérienne dans les années 90, du fait de la chute de l'URSS et surtout de la crise consécutive, bon, vous ne le dites pas comme ça, mais c'est ma vision à moi, consécutive à l'interruption des élections en 92, qui plonge l'Algérie dans un cycle de violence. Par la suite, la diplomatie algérienne aussi est fragilisée par la maladie de Bouteflika. Et donc, les Algériens sont marginalisés dans la gestion notamment des dossiers libyens et maliens,
à la faveur d'autres puissances régionales. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous parlez d'un réveil, d'un rebond, c'est-à-dire que l'Algérie, tout en s'adaptant au nouveau contexte, aurait maintenant une attitude plus pragmatique, modérée, et elle offrirait ses services de médiatrice dans de nombreux conflits. Bon, je voudrais revenir sur un point que vous soulignez, c'est que vous dites qu'Alger s'est empressé de proposer son soutien et ses services à la guerre mondiale contre le terrorisme lancée par l'administration Bush après les attentats du 11 septembre. Et vous parlez d'une aubaine pour Alger, qui lui a permis de sortir de son isolement diplomatique et de mettre fin aux critiques occidentales sur sa politique répressive menée par des dirigeants éradicateurs contre le terrorisme islamiste en Algérie. Donc, manière très euphémisée de ne pas parler de l'impunité ainsi obtenue pour les crimes de masse perpétrés et les crimes contre l'humanité perpétrés par les services de sécurité après l'interruption des élections en 92 contre les militants et sympathisants d'un parti légal qui avait gagné les élections. Ces crimes largement documentés par les ONG des droits de l'homme n'ont à ce jour pas été punis. De même, des dizaines de milliers de disparus dont vous ne dites mot dans le livre. Vous dites que l'Algérie reçoit la bénédiction de l'Amérique de George Bush, qui la reconnaît comme partenaire fiable dans la guerre contre le terrorisme. Mais plutôt que, d'accord, une aubaine pour l'Algérie, mais n'était-ce pas surtout une aubaine pour les puissances occidentales, américains et européens, de rallier un pays symbolique comme l'Algérie à leur guerre mondiale contre le terrorisme, lequel est assimilé progressivement et exclusivement à l'islamisme ou l'islam politique, voire à l'islam tout court pour une part croissante des médias et de l'opinion occidentale. Rappelons que les révolutionnaires algériens étaient qualifiés de terroristes par le colonialisme français, de même que Nelson Mandela dans sa lutte contre l'apartheid. Et donc, il y a donc là un basculement total de la diplomatie algérienne qui intègre ce vocable qui ne faisait pas partie de son répertoire. Bien sûr, l'Algérie se protège avec sa doctrine de non-intervention militaire hors de ses frontières, ce qui lui permet de ne pas avoir à participer directement aux opérations que mènent différentes coalitions. Mais l'Algérie se vante de jouer un rôle central dans la résolution de crises sécuritaires et de lutte antiterroriste en Afrique. Mais ma question ne s'est-elle pas faite piéger à plusieurs niveaux dans la mesure où ce sont ces partenaires occidentaux, en fonction de leurs intérêts du moment, qui décident qui est terroriste et qui ne l'est pas? Ainsi, le vocable fluctue entre rebelles, on l'a vu dans le cas de la Syrie, des rebelles qui se transforment en terroristes, les terroristes du PKK qui se transforment en alliés dans la guerre contre Daesh, de même pour le Mali, et ça a posé problème pour l'Algérie pour ces négociations avec les accords d'Alger, donc un amalgame qui est fait entre rebelles, groupes insurrectionnels s'inscrivant dans le cadre, vous le dites, de revendications locales et nationales, et groupes terroristes. Et bien sûr, pour le Hamas, que l'Algérie ne considère pas comme une organisation terroriste, contrairement à ses partenaires de la lutte antiterroriste. Vous soulignez à juste titre le paradoxe que l'Algérie s'engage dans la guerre mondiale contre le terrorisme au moment où, au niveau de sa politique intérieure, elle passe d'une politique d'éradication à une intégration des islamistes dans le champ politique. Ainsi, le parti Hamas existe en Algérie, créé en 90, d'obédience frères musulmans comme le Hamas palestinien. Mais c'est un parti qui participe au gouvernement et qui est donc intégré dans un processus politique. Donc, c'est le mouvement de la société islamique, Hamas en arabe, rebaptisé Mouvement de la société pour la paix, lorsque la législation a interdit la référence à toute référence à l'islam au parti politique. Dans le livre, vous avez, bon là je viens au dernier point que je voulais soulever, dans le livre, vous avez un peu enterré la cause palestinienne. Vous écrivez dès l'introduction, l'Algérie va devoir prendre au sérieux les accords d'Abraham. Puis, vous évoquez à peine dans une note la participation de l'Algérie à l'embargo des pays de l'OPEP réunis au Koweït en 1973 contre les pays occidentaux qui appuient Israël, comme si cela faisait partie d'un passé honteux qu'il faudrait oublier. Mais surtout en faisant l'impasse sur ce qui est, à mes yeux en tout cas, la principale réussite de la diplomatie algérienne à l'ère Tebboune, c'est la signature le 13 octobre 2022, après des mois de pourparlers sous l'égide de l'Algérie, de la déclaration d'Alger pour la réconciliation nationale par les principales organisations de la résistance palestinienne, dont le Fatah et Hamas, déclaration dans laquelle ces organisations s'engagent à organiser de nouvelles élections d'ici un an, c'est-à-dire précisément en octobre 2023, date où éclate la nouvelle guerre entre Israël et la Palestine.
Donc, c'était un axe vraiment autonome de souveraineté, dans la mesure où il ne s'inscrivait pas dans une allégeance aux puissances occidentales. Et cet acte-là s'inscrit dans le droit fil de la diplomatie algérienne des années 60-70, même si on peut déplorer qu'il n'y ait pas eu de suivi et que cet engagement n'ait pas donné de suite. La question que je me poserai, qu'a fait la diplomatie algérienne depuis le 7 octobre? Au début, l'Algérie, tout comme l'Égypte d'ailleurs, et même l'autorité palestinienne, a tenté d'empêcher les manifestations de soutien à la Palestine. Les matchs de la Coupe d'Algérie de football ont été suspendus, officiellement en solidarité avec la Palestine, mais tout le monde a compris que c'était pour empêcher que cette solidarité ne s'exprime massivement dans les stades. On se rappelle que le Hirak a commencé dans les stades et à la sortie des mosquées après la prière du vendredi. Et donc l'Algérie, là, a fait comme en France, les régimes algériens et égyptiens ont commencé par empêcher ces manifestations de soutien à Gaza. Par contre, l'Algérie est l'un des premiers pays à avoir annoncé son intention de porter plainte contre Israël dès le 6 novembre, lors d'un discours du président Tebboune à un moment de l'ouverture de l'année judiciaire. Mais lorsqu'est prise l'initiative d'une plainte auprès de la CPI, l'Algérie ne peut pas y figurer en tant qu'État parce qu'elle n'est pas membre du statut de Rome. En effet, durant les années 2000, l'Algérie avait pratiqué la politique de la chaise vide dans nombre d'organisations internationales. Elle n'a pas adhéré à l'OMC, ce qui la pénalise dans sa velléité de diversité ses exportations, dans la mesure où pour exporter sur les marchés mondiaux, la présence dans l'OMC est décisive. Elle a attendu 10 ans pour finalement signer les accords d'association avec l'Union européenne sans que ce délai ne lui ait apporté quelque chose de plus. Elle n'a pas ratifié la Cour pénale internationale, ce qui l'empêche aujourd'hui de s'associer à la plainte pour génocide. Et elle a aussi boudé nombre d'autres conventions, la raison principale étant que elle ne voulait pas avoir à s'expliquer sur la répression qui a été déclenchée après l'interruption des élections en 92. Le seul engagement qu'elle a pleinement pris est dans la guerre mondiale contre le terrorisme aux côtés des États-Unis et de l'Union européenne. Alors, cette situation, paradoxalement, a eu un effet positif puisque elle a poussé à ce que ce soit non pas l'État algérien, mais la société civile qui agisse au nom de l'Algérie en engageant une action judiciaire pour présenter un dossier civil au procureur de la CPI. Donc, on a des avocats algériens, Maître Bouchechi, Maître Benissad, Maître Rechil, Zoubida Assoul, Céline, des avocats algériens d'ailleurs qui ont été très actifs pendant le Hirak et qui se sont aussi beaucoup, comme Céline, manifestés dans les mouvements de mobilisation des avocats contre les lois sécuritaires prises notamment après l'interruption du Hirak. Donc, ces avocats algériens associés à 5 pays ont initié cette plainte auprès de la CPI. Par ailleurs, le Parlement algérien a appelé à se mobiliser pour envoyer davantage d'aide humanitaire à Gaza et participer à la formation de délégations parlementaires pour identifier les crimes et contribuer à la reconstruction. Mais au niveau de sa diplomatie, l'Algérie continue d'entretenir des relations avec les États-Unis, donc contrairement à ce qu'elle avait fait en 1973 et avant. Et comme l'écrit le juriste Khaled Satour, le 11 octobre dernier, alors que Joe Biden accordait à Israël son blanc-seing pour raser Gaza et ses habitants, se tenait à Washington la 6e session du dialogue stratégique algéro-américain, au cours de laquelle, nous dit El Watan du 14 octobre, l'accent a été mis sur les moyens à mettre en œuvre pour la consolidation de la coopération bilatérale qui s'est substantiellement renforcée ces dernières années, notamment dans les domaines économiques et sécuritaires. Donc ma question, c'est ne pensez-vous pas que l'Algérie, en orientant sa diplomatie autour de la lutte contre le terrorisme, s'est mise dans une contradiction intenable aujourd'hui que la question palestinienne revient au devant de la scène? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette critique très étayée. On laissera tout à l'heure Brahim répondre aux questions sur lesquelles il a été interpellé. Mais avant, je laisse la parole à Adelaine pour le même exercice de lecture critique du livre de Brahim Mansour. Merci Didier et merci Brahim pour cette invitation et pour cette opportunité de lecture, hein, tout à fait intéressante. Alors,
D'abord, je voudrais commencer par une appréciation générale sur le livre. Moi, je pense que c'était une précieuse synthèse historique, notamment pour ceux qui ne connaissent pas très bien l'Algérie, car contrairement à ce qu'indique le titre, le livre ne se concentre pas sur la question diplomatique, mais évoque beaucoup l'histoire de l'Algérie et notamment l'histoire de sa politique intérieure. Et alors, je ne rejoins pas tout à fait ce qui vient d'être dit, parce que pour moi, la critique du régime que tu abordes s'agissant de la question de la politique intérieure est une critique qui est tout à fait claire et nette, même si elle ne va pas aussi loin qu'on le voudrait. En tout cas, il n'y a pas de doute sur la nature du régime. Là où j'aurais tendance à émettre, on va dire, un avis critique, c'est que moi j'ai tendance à penser que l'analyse de la politique étrangère de l'Algérie ou l'analyse de la place de l'Algérie sur la scène internationale n'est pas dissociable de la nature du régime. Or, quand on lit un certain nombre de travaux sur l'Algérie, y compris celui-ci, on a l'impression que la politique étrangère, la diplomatie, c'est un chapitre parmi d'autres, et qui vient après plusieurs chapitres sur la politique intérieure. Même si dès le chapitre 5, tu commences par rappeler le lien entre politique intérieure et politique extérieure, mais on a l'impression qu'on peut parler de deux Algéries. On peut parler par exemple d'une Algérie fondée sur l'arbitraire à l'intérieur et d'une Algérie qui aurait une voix sur la scène internationale. Moi j'ai tendance à penser que dès lors qu'on se focalise sur la nature du régime, que j'ai tendance à qualifier de cryptocratique, c'est-à-dire, comme tu le disais, opaque, illisible, on a du mal ensuite à analyser sa politique étrangère de manière tout à fait objective, puisque tout devient suspect dans sa politique étrangère. Et en ça, d'ailleurs, tu le rappelles de manière assez intéressante, euh, il y a un héritage de la politique de l'époque coloniale, et cet héritage, c'est la clandestinité, et en réalité, cette clandestinité n'a jamais quitté le régime algérien, on la retrouve dans la politique étrangère, et cette clandestinité a pour corollaire une forme de flexibilité. Je ne rejoins pas ce qui a été dit par Fatiha tout à l'heure, parce que moi, je ne pense pas, par exemple, je ne crois pas à la thèse d'une Algérie, peut-être que c'est générationnel, mais ma génération n'a pas connu d'Alger capitale des révolutions. Moi, je ne crois pas à la thèse foncièrement révolutionnaire du régime algérien. La rupture avec Washington de 67 à 74, le front du refus dans les années 70, etc. On peut dire ce qu'on veut, mais ça n'a pas abouti à grand-chose, et ça n'a pas en réalité abouti à une réelle défiance à l'égard des partenaires occidentaux de l'Algérie. Ça, il faut quand même le rappeler. C'est ce jeu d'équilibrisme qui caractérise le régime algérien. On l'avait dans les années 60 entre Paris et Moscou, on l'a eu dans les années 70 avec Washington, et on l'a gardé aujourd'hui. Mais ça, c'est un avis personnel, je ne crois pas à cette rupture extraordinaire. Ces dernières années, l'un des meilleurs exemples de ce lien étroit entre politique intérieure et politique extérieure nous a été donné par M. Lamamra, Ramtan Lamamra, chef de la diplomatie algérienne, éphémère vice-premier ministre au moment du Hirak en 2019, dont l'unique mission en 2019 aura été d'aller vendre le régime de Boutef aux capitales européennes et à Moscou. Et ça en dit long quand même sur ce qu'est la diplomatie en Algérie. C'est-à-dire ce n'est pas une politique au service d'une nation, mais c'est une politique au service d'un clan, puisque la survie du régime est l'unique boussole de la politique étrangère algérienne. Et je pense que ce point-là est central, et ce point-là, en fait, pour moi, devrait guider toute lecture de la politique étrangère algérienne, puisque dès lors qu'on sait que ce qui guide la politique étrangère algérienne, c'est la survie du régime, là, on a affaire à une politique étrangère qui n'en est pas vraiment une. Donc je ne parlerai pas, moi, par exemple, de rebond, je parlerai d'adaptation. Le mot a été utilisé, tu l'utilises aussi, Fatiha l'a utilisé tout à l'heure. On a des adaptations permanentes. 2001, ça a été, et je rejoins ce qui a été dit, 2001, ça a été l'occasion pour le régime algérien de s'adapter à un contexte international. Ça, c'est un fait. C'est-à-dire là où dans les années 90, l'armée algérienne qui a commis des exactions a subi un embargo international, en 2001, on pouvait lui dire bravo, vous faites partie du club de la guerre contre le terrorisme, ça c'est un fait. Mais il ne faut pas oublier que 2019 aussi, ça a été une opportunité d'adaptation pour le régime algérien, puisque 2019, c'est presque 10 ans après les printemps arabes, et les printemps arabes n'étaient plus à la mode, et la contre-révolution algérienne a été plutôt applaudie par tout le monde, par Washington, par Paris, par Moscou, et ça, je pense que c'est une adaptation qui est aussi intéressante. Alors, il y a deux mots-clés que tu évoques dans les chapitres relatifs à la diplomatie. Ce sont les mots stabilité et la notion de non-aligné.
Alors sur la stabilité, moi, j'insiste sur ce point, je ne pense pas que le pouvoir algérien en termes de politique étrangère soit un facteur de stabilité. Moi, je pense que la seule stabilité qui importe, c'est la stabilité du régime. Et la stabilité du régime n'est pas forcément en adéquation avec une stabilité régionale, une stabilité internationale. Pour ce qui est du non-alignement, moi, j'aurais tendance à parler, comme d'autres, de multi-alignement. C'est-à-dire qu'il n'est pas question pour le régime algérien de dire euh, on a une certaine marge de manœuvre. En 2019, ce régime était à genoux. Euh, cette, cette survie miraculeuse avec l'hypothèse Tebboune sortie du chapeau par le pouvoir militaire, conjuguée à la pandémie, a été une sortie miraculeuse pour le régime algérien. Donc il y a une certaine fragilité du régime algérien. Cette fragilité ne lui permet pas de jouer un rôle sur la scène internationale. Ça, c'est mon avis. Je ne pense pas que le pouvoir algérien soit un acteur apte à jouer le moindre rôle sur la scène internationale. Et d'ailleurs, ça rejoint d'ailleurs tout à l'heure la notion de cryptocratie que j'évoquais, on ne sait pas qui sont les acteurs de la politique étrangère algérienne. La fabrique de la politique étrangère algérienne est une vraie question. On cite souvent, le mot Tebboune revient d'ailleurs dans le livre, mais il revient souvent dans les articles parce qu'on est obligé d'incarner un propos, mais on ne connaît pas la marge de manœuvre réelle de Tebboune parce qu'on sait comment il est arrivé au pouvoir. Il arrive au pouvoir grâce au pouvoir militaire, il n'a pas de légitimité populaire. Et le fait de vouloir substituer une légitimité, une pseudo-légitimité internationale à une légitimité intérieure inexistante, ça aussi c'est l'un des drames de la politique, enfin de la diplomatie algérienne et de la politique étrangère de l'Algérie. Je te rejoins sur un point, sur la notion de réalisme ou de flexibilité quand tu évoques notamment la Russie. Tu fais partie de ceux qui justement nuancent cette proximité entre l'Algérie et Moscou. Et je t'en sais gré parce que je pense qu'effectivement, on a tendance à exagérer l'alliance entre l'Algérie et la Russie. Il n'y a pas d'alliance, tu as raison, en fait, il y a une convergence ponctuelle. Euh, Moi, je pense que c'est précisément parce que l'Algérie n'est pas un acteur capable de stabilité régionale, donc une puissance régionale, pour le dire plus directement, que le pouvoir algérien est obligé de recourir à des puissances lointaines et de diversifier ses partenariats extérieurs, car ça lui donne une sorte de gage de survie beaucoup plus intéressant en réalité qu'une politique régionale active. C'est pour ça qu'à des fins de politique intérieure, il peut instrumentaliser la conflictualité avec le Maroc, il peut du jour au lendemain se montrer assez imprévisible avec l'Espagne, il peut entretenir des relations ambiguës avec la France et notamment jouer un rôle assez malsain sur la langue française et la place de la langue française dans la société algérienne, etc. etc. Mais pouvoir s'appuyer sur Pékin, sur Washington quand il s'agit d'hydrocarbures, sur Moscou quand il s'agit d'armement, c'est beaucoup plus sûr quand la boussole, c'est la survie du régime. Moi, mon hypothèse, en réalité, elle est très simple, c'est que l'Algérie tourne le dos, le pouvoir algérien tourne le dos à la région. C'est pour ça que je ne rejoins pas ton propos sur la stabilisation régionale. Moi, je ne crois pas à la médiation algérienne, en fait. Tu le dis très bien d'ailleurs, tu dis que la principale mission de l'armée algérienne, c'est la protection de sa frontière. Et en ça, c'est une mission légitime. Dans la dernière constitution, l'armée algérienne est censée pouvoir participer à des opérations à l'extérieur, pour la première fois de son histoire. Donc, ça remet en cause effectivement la doctrine algérienne. Mais dans les faits, on ne connaît rien en fait des capacités de projection de l'armée algérienne. Donc, pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que l'armée algérienne est un acteur national, est un acteur politique, mais on ne sait pas jusqu'à dans quelle mesure c'est un acteur régional. Donc c'est un pouvoir qui tourne le dos à la région, qui tourne le dos à la stabilisation régionale, qui entretient des relations exécrables avec le voisin marocain, qui entretient des relations de vassalisation avec le voisin tunisien, qui a un rôle limité en Libye, puisque en Libye, on a substitué des puissances régionales moyen-orientales aux puissances régionales maghrébines, on est d'accord. Le pouvoir algérien s'accommode par exemple parfaitement de la présence militaire turque, alors que toute son histoire, il nous a rappelé que la non-ingérence était un principe et que bon, les puissances étrangères n'avaient rien à faire là. Et quand il s'est agi des Turcs, on a applaudi des deux mains. Donc ça, c'est quand même une nouveauté qui aurait dû nous intriguer d'ailleurs. Et parallèlement, on va aller s'appuyer sur les puissances lointaines, et on le voit d'ailleurs, y compris, tu le montres très bien, dans l'évolution des relations commerciales. Puisque quand on regarde les tendances, j'ai envie de dire, plus on s'éloigne, plus les relations commerciales s'améliorent.
Voilà. Donc je finirai sur ce point et on reviendra sur d'autres points dans le cadre de la discussion. Merci infiniment, Adelaine. Je vais peut-être un peu modifier ce que nous avions prévu comme fil directeur, parce que comme Brahim a été interpellé sur plusieurs questions, je pense qu'il n'aura pas le temps de répondre à toutes, mais j'aimerais qu'il puisse répondre aux éléments qui ont été, ou quelques-uns des éléments qui ont été soulevés et par Fatia et par Adelaine, que je remercie de leur lecture attentive du bouquin. Alors, Brahim, je te laisse Oui, quelques minutes. oui, Ne oui, merci, t'abuse merci. pas. Oui, merci à Fatia et à Adlan. Je vais commencer par les questions de Fatia. Oui, alors sur la question de la lutte contre le terrorisme, j'évoque certes, bien évidemment, comme le livre touche à différentes périodes et aussi politique étrangère et intérieure, je n'évoque pas dans les détails les années 90, mais je l'évoque. Je dis clairement, bien sûr, la lutte contre le terrorisme était brutale, a eu des exactions. Ça, je crois, c'est tout à fait réel. Après, sur la politique, la lutte contre le terrorisme dans les années 2000 et l'intégration dans l'Algérie ou l'entrée dans l'Algérie dans cette guerre internationale, bien évidemment, j'ai mentionné cette contradiction, notamment sur le Mali, au niveau du Mali. L'Algérie qui ne considère pas les groupes rebelles dans leur totalité comme des groupes terroristes, les relations entre l'Algérie, les autorités algériennes, les dirigeants algériens et des militaires ou des tribus ou des groupes rebelles maliens est très ancienne. Donc, et ça rentre en contradiction avec le discours notamment français dans la lutte, dans l'opération Barkhane par exemple, et plus largement dans la guerre dite contre le terrorisme global et la définition même du terrorisme. Je crois que ça c'est un élément important et ça fait partie des limites de la lutte globale contre le terrorisme dans la région dans laquelle tous les pays ne définissent pas de la même manière le terrorisme, de la même façon que Israéliens définissent le Hamas comme organisation terroriste et le Hezbollah, mais des pays de la région ne s'entendent pas tous sur cette définition. Euh, alors, pour Adlan, oui, sur la politique, oui, je crois, je l'ai évoqué à plusieurs reprises, cette indissociabilité entre politique étrangère et politique intérieure, voire plus large, y compris la situation économique. Et si on regarde un peu l'histoire des rebonds, bien sûr qu'on pourra mesurer ou relativiser, les rebonds sont directement liés à des périodes où il y a eu l'embellie des cours des hydrocarbures, donc une manne pétrolière en tout cas plus importante qui permet de se positionner à l'étranger ou à la scène régionale ou internationale. Le rebond diplomatique, c'est dans le titre ou le sous-titre, il y a ça traduit la volonté de revenir sur la scène régionale et internationale avec à la fois les atouts que détient le pays, on les a évoqués, vous les avez évoqués tous les deux, mais également les limites de cette volonté de rebond, y compris la situation économique et politique intérieure. Donc aujourd'hui, oui, il n'y a pas de vision claire, de visibilité en tout cas sur la stratégie de la politique étrangère des États, politique étrangère algérienne vis-à-vis des certains sujets, vis-à-vis des États. Donc le manque de clarté déstabilise même les partenaires ou les alliés. Sur le plan, c'est la même, on dira, je crois, c'est le même constat au niveau économique. Absence de visibilité, absence de stratégie claire n'encourage pas non plus les investisseurs étrangers d'investir dans le pays. Ça aussi, c'est un frein. On revient au même constat, c'est que oui, le système politique algérien atteint, je crois, un niveau, il faut le reconnaître aussi, on a atteint un niveau d'immobilisme où il faudra réfléchir je crois, même les dirigeants algériens sont
font face à cette réalité qu'aujourd'hui, on ne peut pas échapper à une refondation, je ne sais pas, du système politique, même de façon partielle. La gestion économique du pays, elle est aussi très critique, en tout cas. Euh, voilà ce que. Oui, sur le rôle aussi que joue, oui, il y a un rôle. Je m'appuie sur les reconnaissances. Il y a un rôle, il y a aussi une volonté de jouer un rôle de stabilité ou stabilisateur dans la région. Et c'est un double objectif, à la fois, bien évidemment, destiné à la sécurité intérieure en priorité, mais également se positionner par rapport aux partenaires, mais aussi les partenaires comprennent aussi les dirigeants algériens ont compris aussi le jeu que les dirigeants occidentaux ou autres sont en quête aussi d'acteurs régionaux qui pourraient jouer ce rôle et quitte à fermer les yeux sur des politiques intérieures, bien évidemment. Euh, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à l'essentiel. De toute façon, le but n'est pas de répondre à toutes les Voilà, questions, d'autant qu'il y a certains de nos amis qui sont exactement. connectés, qui ont d'ores et déjà envoyé des questions, donc on va pouvoir préciser tel ou tel aspect. Mais avant de prendre celle-ci, peut-être Fatia, et là je m'adresse à l'économiste, parce que moi je ne suis pas spécialiste de l'Algérie, mais quand on lit un certain nombre d'articles, de commentaires, ou le livre de Brahim, toujours revient cette contradiction qui semble insurmontable entre cette richesse en hydrocarbures qui aurait dû permettre au pays de connaître un mode et un rythme de développement beaucoup plus affirmé que la réalité nous le démontre. Alors, est-ce que nous sommes dans la catégorie de cette malédiction de la richesse en hydrocarbures qui affecte d'autres pays? En un mot, quelles sont les raisons qui permettent de comprendre cette contradiction qui saute aux yeux, apparemment en tout cas, entre cette richesse en hydrocarbures et ce malaise social qu'a évoqué Brahim dans son introduction générale? Et puis peut-être une question subsidiaire, mais tout ça en quelques minutes. Est-ce que la richesse en hydrocarbures, est-ce que la diplomatie de l'Algérie est explicable par cette manne pétrolière et gazière? Est-ce que c'est un déterminant de sa politique extérieure? Oui, eh ben, merci pour votre question. Alors, dans le livre, justement, enfin, il dit à juste titre que c'est pas vraiment la malédiction, enfin, c'est pas une malédiction, la richesse en hydrocarbures, mais c'est la manière dont c'est géré. Bon, je crois qu'il évoque la question de la gouvernance et de l'absence d'état de droit, notamment par rapport à la question de la corruption, parce qu'il est vrai que quand il y a beaucoup de revenus extérieurs et qui sont pas, qu'il y a une opacité sur leur utilisation, ça encourage la corruption. Bon, là, la question, en fait, c'est plutôt sur les perspectives parce que on a un petit peu des formules. Alors avant, c'était l'industrialisation, il fallait s'industrialiser, il fallait une économie qui sera indépendante de l'extérieur. Et maintenant, le grand sujet, c'est la diversification, c'est-à-dire, ben ça, c'est toujours, en fait, c'est une thématique qui nous vient des institutions internationales, la Banque mondiale et le FMI. Il faut diversifier vos exportations justement pour réduire la dépendance à l'énergie, la dépendance aux exportations d'hydrocarbures. Mais la diversification, en fait, les études qui ont été faites, notamment par des économistes de la Banque mondiale, c'est qu'en fait, pour diversifier ses exportations, l'Algérie aurait intérêt, non pas, parce que pour certains, la diversification, c'est une autre manière de parler
de l'industrialisation, c'est-à-dire il faudrait diversifier, et c'est un petit peu ce qui est implicite dans le livre de Brahim, c'est diversifier, c'est-à-dire aller vers l'exportation de produits manufacturés qui intègrent une plus grande valeur ajoutée. Mais en fait, si on regarde les recommandations des organisations, enfin des institutions économiques internationales, ils disent que pour diversifier, il faut en fait exporter d'autres ressources minières, parce que si on va vers l'exportation de produits manufacturés, ça va augmenter les importations et ça va encore plus déséquilibrer la balance des paiements. Donc, eux, ils vont dans le sens, en fait, d'encourager l'Algérie à accroître l'extraction, donc aller vers plus d'extractivisme, ce qui est très dangereux parce que déjà dans le contexte des tendances aujourd'hui à la lutte contre le réchauffement climatique et tout, on veut quand même sortir de l'extraction et sortir de ce type d'économie. Donc là, il y a un problème au niveau même de la perspective, l'alternative, on va dire, aux hydrocarbures, dans un contexte aussi de transition énergétique. Et alors l'impact sur la diplomatie, mais c'est clair, l'Algérie est quand même dépendante parce qu'elle exporte maintenant beaucoup plus de gaz que de pétrole et de plus en plus de gaz. Et donc, c'est pas le marché du gaz, sauf pour le GNL, c'est pas un marché au même titre que celui du pétrole. C'est un marché qui dépend des gazoducs, qui est constitué aussi de contrats bilatéraux qu'un grand marché unifié avec un prix qui est établi au jour le jour. Et donc, l'Algérie dépend en fait beaucoup de l'Europe dans ses exportations de gaz. Et pendant longtemps, l'Europe, et en particulier la France d'ailleurs, n'a pas voulu développer les importations de gaz algérien. Il y avait une résistance d'ailleurs au niveau des Pyrénées. Ils ne voulaient pas laisser passer le gazoduc qui venait d'Espagne. Et d'ailleurs, c'est quand même tout ce climat d'hostilité envers les Algériens qui est hérité de la période coloniale. Et donc, l'Europe a misé sur la Russie, largement misé sur la Russie, ce qui a fait que l'Algérie s'est retrouvée avec tous ces gazoducs qu'elle avait mis en place et que l'Europe l'avait incité à mettre en place, notamment celui qui passe par le Maroc. Elle s'est trouvée bloquée parce qu'elle avait pas de débouché. Et effectivement, le conflit en Ukraine, en mettant la Russie de côté, a ouvert une voie pour l'Algérie. Mais c'est quelque chose qui, à mon avis, qui est géré de manière un peu court-termiste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une vision qui permettrait, il n'y a pas les moyens de savoir si ça va durer longtemps, et l'Algérie, c'est normal, elle est un peu frileuse d'engager des investissements dans un projet qui pourrait être remis en cause si le conflit en Ukraine s'arrêtait et que donc les choses, qu'il y a un autre contexte. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup. Alors, avant de prendre les questions des internautes, Madeleine, je voudrais t'en poser une dernière. J'évoquais tout à l'heure le fait que tu avais consacré ta thèse de doctorat à la politique arabe de la Russie. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu plus précisément sur les relations réelles qui existent entre la Russie et l'Algérie? Est-ce qu'elles se sont modifiées, ont-elles changé de nature au cours des dernières années? Et puis, deuxième aspect qui est un peu différent, on parle aujourd'hui beaucoup de la désoccidentalisation du monde. Alors, l'Algérie a probablement été, de ce point de vue, un État précurseur dans cette volonté affichée, en tout cas, de désoccidentalisation, mais ça pose la question de son rapport aux BRICS, parce que l'Algérie postulait à l'entrée dans les BRICS. Je crois même qu'elle avait annoncé que l'affaire était réglée, et puis au dernier moment, au cours de l'été dernier, elle n'a pas été intégrée parmi les nouveaux entrants dans les BRICS, et Tebboune a déclaré que finalement, c'était plus dans les projets de l'Algérie. Alors là, il y a quand même une sorte de paradoxe et de contradiction affichée. Oui, absolument. Alors, comme le disait très bien, comme l'indiquait très bien dans son livre Brahim, moi je pense que
le partenariat entre Alger et Moscou est un partenariat qui est solide, qui est historiquement solide, puisqu'à la fin des années 70, la dépendance du pouvoir algérien à l'égard de l'industrie d'armement soviétique était autour de 90%. Aujourd'hui, on en est à 75%. Donc le niveau de dépendance est encore énorme. Comme le rappelait très bien Brahim aussi, à partir des années 2000 et la hausse des prix des hydrocarbures, on a eu, on va dire, une volonté de, 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 de- d'accentuer cette tendance, hein, d'en acheter toujours plus. Dans ces dernières années, l'Algérie s'est retrouvée dans le top 3, souvent dans le top 3, selon les périodes, des principaux fournisseurs de la Russie, hein, derrière deux pays de plus d'1 milliard d'habitants, à savoir l'Inde et la Chine, ce qui en dit long quand même sur le caractère gourmand du pouvoir algérien en armes, même si, bon, bah, comme on le voit chaque année, les principales sources d'insécurité ne sont pas forcément liées à ça. Donc effectivement, on a un vrai partenariat, une vraie convergence. Mais comme je le disais, je pense que cette convergence n'est pas une alliance et ce n'est pas une convergence qui empêche l'Algérie, euh, et de même d'ailleurs la Russie, de s'enfermer dans une logique de bloc. Le but, en fait, je pense, de l'Algérie, du pouvoir algérien, c'est de compartimenter ses relations bilatérales en fonction des secteurs et des intérêts. Quand il s'agit des hydrocarbures, Fatiha l'évoquait tout à l'heure, il y a eu une loi sur les hydrocarbures votée en plein Hirak d'ailleurs de manière assez clandestine, comme tout ce qu'a fait le régime algérien, et cette loi des hydrocarbures a été faite en partie par des entreprises américaines et au service d'entreprises américaines, puisque le ministère des Mines en Algérie et des hydrocarbures en Algérie le dit assez clairement. Nous, on veut que des entreprises américaines viennent nous aider à exploiter notre gaz, puisqu'en Algérie, en fait, on a un vrai problème, c'est une consommation intérieure qui est énorme, et une consommation intérieure qui ne permet pas à l'Algérie d'être une véritable alternative à la Russie. Oui, tu vois, sur le marché du gaz, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, comme l'a dit très bien Fatiha, on mise sur le bilatéral. En l'occurrence, aujourd'hui, on mise sur l'Italie. Hein, les relations avec l'Italie sont très fluides. Hein, le gazoduc vers l'Italie, Transmed, fonctionne très bien. Les contrats avec l'Italie se multiplient, c'est très bien. D'ailleurs, il y a un corollaire sécuritaire ou diplomatique, puisque l'Algérie participe à une gestion sécuritaire des questions migratoires. Côté italien, à l'est de l'Algérie, on a bloqué la route de manière assez nette. Hein. Côté Annaba, il n'y a plus d'Algériens qui se retrouvent côté italien. Ce n'est pas le cas du côté espagnol, ce qui montre bien effectivement que l'Algérie mise sur des relations très bilatérales, enfin systématiquement bilatérales et en fonction des intérêts. Et la Russie, finalement, est un, un acteur parmi d'autres et non pas l'acteur central qu'on a voulu voir et qu'on a longtemps voulu voir. Ensuite, pour rejoindre ta seconde question sur les BRICS et la notion de désoccidentalisation que tu évoques d'ailleurs dans ton livre, c'est une notion intéressante. Mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, et ça c'est quelque chose aussi, je pense, qui m'interpelle et qui nous interpelle, on a une catastrophe humanitaire, on a un massacre à Gaza. On a un repli occidentaliste, comme jamais, c'est-à-dire bon, des pays qui se retrouvent plus pro-israéliens que jamais dans leur histoire. Quand je compare les positions des Italiens, des Français, des Britanniques, des Américains, même par rapport aux années 80, aux années 70, on a rarement été aussi pro-israélien, alors même que la politique israélienne s'est radicalisée. Ce reste du monde, on va dire, notamment en termes d'opinion publique, se rebelle, certes, mais dans les faits, on ne fait rien d'analogue à ce qui se faisait dans les années 60 ou 70. Donc c'est une désoccidentalisation qui a ses limites, puisque tout à l'heure on a rappelé la rupture avec Washington en 67, de 67 à 74. Aujourd'hui, ce serait même pas imaginable. L'Algérie, comment dire, a fait de la surenchère avec le Maroc sur la question des accords d'Abraham. Mais il n'y a rien eu d'analogue quand les Émiratis ont signé les accords avec les Israéliens, puisqu'en fait, ça montre bien une forme d'impotence, et les BRICS, c'est un espoir, mais c'est un espoir pour l'instant qui demeure assez vide en réalité. Alors doublement vide, je pense, pour l'Algérie. Vide parce que les BRICS, ça ne veut pas dire grand-chose d'un point de vue diplomatique, pas de cohérence géographique, pas de cohérence politique, pas grand-chose pour les... Enfin, c'est un symbole, mais pas beaucoup plus qu'un symbole. Surtout quand on voit aujourd'hui la politique étrangère de l'Inde, elle ne ressemble pas beaucoup à la politique étrangère du Brésil, par exemple. Et pour l'Algérie, on a vu quand même le camouflet que tu as rappelé, c'est-à-dire en gros, bon, on essaye de vendre la politique étrangère toujours
à des fins de politique intérieure. Et Tebboune en a fait une promesse presque électoraliste. Alors je dis électoraliste entre guillemets parce qu'il n'y a pas de réélection, mais presque électoraliste. C'est-à-dire on va vendre une place de l'Algérie sur la scène internationale, puis après on va passer à autre chose, on va trouver une autre cause. Donc la désoccidentalisation est un phénomène très intéressant, mais face à une catastrophe comme celle qu'on voit aujourd'hui, ben, malheureusement on en voit les limites. Merci beaucoup. Alors, si vous le permettez, je vais maintenant essayer de prendre le maximum de questions, mais je n'aurai pas le temps de toutes vous les poser parce qu'il y en a déjà une trentaine. Il y a une remarque qui me semble intéressante et qui, pour l'instant, n'a pas été abordée dans vos propos, mais ce n'est pas un reproche, parce qu'on ne peut pas tout dire, mais c'est quelqu'un, un de nos interlocuteurs, qui est frappé, nous dit-il, par l'explosion du budget de défense de l'Algérie. Alors, il cite 22 milliards de dollars en 2023 et il s'interroge sur les raisons qui permettent de comprendre une telle militarisation et il précise que Rabat n'est probablement pas le seul déterminant à cette politique de militarisation. Et puis, j'en trouve une autre qui a un rapport avec le Maroc, justement. Il faut quand même en parler puisque c'est y compris un des chapitres de ton livre, le dernier. La question est abrupte et je vous la transmets comme telle. La relation avec le Maroc, à quoi joue la présidence Tebboune? On pourrait aussi renverser la question, à quoi joue le roi du Maroc, mais enfin, elle est posée comme telle par notre interlocuteur. Alors, on va déjà prendre ces trois questions qui tournent autour de la même problématique, puis ensuite, il y aura d'autres problématiques abordées. Alors, qui veut répondre? La première question, peut-être, si Oui. Oui, c'est vrai que l'Algérie, depuis quelques années, il y a une montée du budget. Le budget, en tout cas militaire, est devenu colossal et en 2023 a été doublé, ou plus que doublé, puisqu'il est passé d'environ 10 milliards à 22 milliards, tout à fait. Euh, et pour multiples raisons, c'est vrai que peut-être prendre en compte le fait que l'idée d'encerclement, en tout cas le sentiment d'encerclement, est très réel au niveau des dirigeants algériens. Bien, il y a à la fois côté des frontières marocaines, avec un voisin qui est en rivalité, avec les tensions, mais également l'arrivée d'un nouvel acteur, comme je le citais, la normalisation avec Israël a augmenter en tout cas les tensions ou à aggraver les tensions. Mais en même temps, de l'autre côté de la frontière sud, vers le Mali, l'instabilité au Sahel, aussi l'instabilité au niveau libyen. Donc, tout cela contribue, je ne dis pas que c'est le seul, contribue à ce sentiment en tout cas d'encerclement, d'instabilité, de menace extérieure. Et puis, sur le plan, si on veut revenir au plan diplomatique, on sait très bien aussi que le marché de l'armement fait partie, donc contribue au renforcement des liens avec un partenaire. Donc l'augmentation aussi du budget militaire, c'est aussi renforcer les liens avec les fournisseurs. Troisième point, c'est ça rejoint l'idée qu'on avait évoquée au départ, c'est vouloir jouer un rôle d'acteur régional de stabilité. Et on pense que par une armée puissante, on pourrait jouer mieux ce rôle, en tout cas, de sécurisation et de stabilisation régionale. À tort ou à raison, bien sûr, tout cela, on pourrait le critiquer, on pourrait l'analyser je dirais, différents par les atouts et les limites également de cette stratégie. Euh, sur ces questions, Oui, peut-être, si vous, je ne sais pas si les autres sur deuxième. bah, Euh, Fatia. Oui, je peux ajouter un élément. Le problème, c'est que le budget de la défense, il est complètement opaque. On ne sait pas comment il est ventilé. Donc, ça peut. Et je pense qu'il y a une raison interne, c'est-à-dire que le régime algérien s'est trouvé tellement isolé
à la suite du Hirak qu'il était pratiquement soutenu que par l'armée. Et donc, la reconstitution d'une base, on va dire, des allégeances au régime passe par les dépenses militaires, parce que l'armée en Algérie, il faut dire que ce sont des hôpitaux auxquels ont accès tous les familles des militaires et leurs amis et leurs proches. Enfin, c'est tout un système de redistribution sur la base de privilèges qui est très vaste et donc qui est nourri en partie par ce budget et qui permet donc à recréer une base sociale sur la base de l'allégeance à un régime militaire. Adelaine, tu as demandé la parole. Oui, alors je rejoins ce qui vient d'être dit. Effectivement, le Hirak nous a rappelé que le pouvoir militaire en Algérie avait une prépondérance indéniable, hein. On l'a vu, l'état-major de l'armée a pris en main le pouvoir politique de manière assez flagrante et directe. Et maintenant, je pense que c'est de plus en plus revendiqué, puisque même dans les textes et même dans les apparences, l'aspect militaire n'est plus caché, ce qui est, on va dire, une petite nouveauté esthétique par rapport aux années Bouteflika, on va dire. Donc ça, c'est un fait. Sur le budget militaire, pour rebondir sur ce qu'a dit Ibrahim, c'est intéressant. On sait que le fournisseur, a priori, c'est la Russie, mais se pose une question pour la Russie, c'est-à-dire les capacités de la Russie à répondre à cette demande. Et la guerre en Ukraine, évidemment, est comment dire, l'une des inconnues, c'est-à-dire une guerre qui dure et qui consomme beaucoup. C'est une guerre qui va, comment dire, qui va limiter le caractère fluide, si je puis dire, de l'importation, de l'exportation des armes russes vers l'Algérie. Et sur le Maroc, mes deux camarades vont rebondir, mais une réponse très rapide, très brève. Pour moi, l'Algérie et le Maroc ont fait le choix, le pouvoir algérien et le pouvoir marocain ont fait le choix ces dernières années du bilatéralisme, c'est-à-dire le choix des relations bilatérales les deux tournent le dos à tout multilatéralisme. La normalisation entre le Maroc et Israël, c'est ça, c'est du bilatéralisme. C'est en gros, la région ne nous intéresse pas, puisque normaliser avec Israël quand on est un pays du Maghreb où on a à côté des voisins qui ont des relations d'inimitié, pour le dire le moins, avec Israël, ben, ça veut dire qu'en fait, on considère que la relation bilatérale prime les relations multilatérales. Et côté algérien, on a fait exactement la même chose, du bilatéralisme contre le multilatéralisme. Et ça, effectivement, je pense que c'est peut-être l'un des principaux problèmes de la stabilité de la région, sachant que si on y réfléchit, parce qu'on parle beaucoup de sécurité, d'insécurité et d'armes, qu'est-ce qui tue dans nos régions, l'Algérie, le Maroc, chaque année? Ce sont des catastrophes naturelles. En Algérie, qu'est-ce qui tue chaque année? Ce sont des incendies. Et qu'est-ce qu'on fait contre ça? On achète des Beriev, des Canadair russes 2-3 fois par an, mais par exemple, ça, c'est une forme d'insécurité, je pense, à laquelle on devrait s'intéresser davantage. Je voudrais, avant de passer, il y a des questions sur la situation politique intérieure, mais je voudrais qu'on conclue ces réflexions riches sur la politique extérieure par une interrogation qui revient à plusieurs reprises sur ce que tu viens d'évoquer, Madeleine. L'Algérie se contente de conclure des accords bilatéraux. Pourquoi nous est-on demandé ne pas entrer dans une organisation régionale pour conclure des accords multilatéraux qui seraient plus avantageux pour tous les protagonistes? Un des interlocuteurs nous souligne aussi le fait que la non-intégration régionale coûte en réalité beaucoup de points de croissance à chacun des protagonistes régionaux maghrébins. Et une petite question aussi, enfin petite si je puis dire, une autre question qui te concerne la plus directement, Madeleine. Quand tu as dit l'Algérie tourne le dos à la région, ça n'a pas l'air de convaincre tous nos interlocuteurs, donc c'est une petite précision qui t'est demandée. Alors, les accords bilatéraux, le multilatéralisme, accords multilatéraux qui permettraient d'être plus puissants sur la scène internationale. Qui veut répondre? Je peux Vas-y, Brahim. Oui, oui, la question du multilatéralisme ou bilatéralisme, il y a peut-être plusieurs facteurs. L'échec d'abord de l'UMA, de l'intégration régionale maghrébine. Deuxième échec, c'est l'échec de la coopération euro-méditerranéenne, donc l'UPM était par des différents formats de
depuis la conférence de Barcelone, qui n'ont pas donné en quelque sorte une coopération plus fructueuse, notamment vue par les pays du Sud. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les pays du Sud, notamment le Maroc et l'Algérie, tournent le dos à chacun, mais également tournent le dos à l'Europe et se penchent plus vers le sud, leur sud direct, donc les pays vers l'Afrique, globalement, les pays subsahariens, mais chacun aussi, le Maroc a fait le choix d'un rapprochement avec à la fois Israël, mais aussi les Émirats arabes unis, donc une alliance qui s'est créée, qui s'est formée, notamment sous Trump, hein, qui a été encouragé sous Donald Trump, et de l'autre côté, l'Algérie est en quête aussi d'une nouvelle forme. Pour le moment, il y a elle reste timide dans le sens où cette neutralité qui a été toujours promue depuis des décennies ne fonctionne plus aujourd'hui, ou fonctionne peu, parce que il y a à la fois une nouvelle forme d'alliance donc qui se forme, mais aussi des acteurs, si j'ose dire, un peu agressif dans la région, donc avec une diplomatie plus active, plus agressive parfois. La Turquie, les Émirats arabes unis, qui sont très présents dans la région, qui veulent aussi s'immiscer dans la gestion compris politiques de ces pays, et ce qui déstabilise un pays comme l'Algérie, mais il n'est pas le seul, je crois. Et avec les autres facteurs comme la guerre en Ukraine, que tu as bien fait de citer, Adlan, sur les conséquences de la durée de cette guerre, notamment sur l'approvisionnement en armes pour un pays comme l'Algérie, et plus largement le poids diplomatique, le poids aussi diplomatique de ces pays. Tout ça, je crois, en tout cas, impose plusieurs défis, des défis nouveaux, mais il y a aussi le cyberespace qui est aujourd'hui un nouveau défi auquel l'Algérie, ou la diplomatie algérienne ou Alger va devoir répondre. Aujourd'hui, comment dire, l'intelligence économique ne se fait plus comme avant, donc avec l'espionnage à distance, on a vu l'ingérence via les réseaux sociaux par des pays extérieurs, comme c'était le cas, bien sûr, pendant les élections, soit aux États-Unis ou ailleurs. Donc, dans ces pays, elle se pose plus sérieusement. Voilà, s'il y a je ne sais pas si l'un veut compléter. Adlen ou Fatia sur cet aspect? Bilatéralisme, multilatéralisme ou pas? Non? Oui. Euh, Alors, je réponds à la question qui m'a été adressée directement. Alors, celle sur le multilatéralisme, je pense que Brahim y a déjà répondu, j'ai pas grand-chose à ajouter. D'accord. Surtout ce qu'on a dit rejoint un peu ça, c'est-à-dire que on voit bien, effectivement, l'absence de multilatéralisme a un coût, les relations détestables entre pays du Maghreb ont un coût, et la place de la politique intérieure dans ces relations exécrables, on en a aussi parlé, donc je pense que les éléments ont été évoqués. Euh, euh, Ensuite, sur la personne alors, que je n'ai pas convaincu par la formule tourner le dos à la région, je peux le concevoir, parce qu'effectivement, c'est une formule un peu provocatrice, hein. Aucun pays n'a les moyens de tourner le dos à sa région de toutes les façons. Mais de fait, le pouvoir algérien, alors tourner le dos, c'est peut-être excessif, mais disons que le pouvoir algérien a tendance à mieux soigner, alors je vais le dire autrement, mieux soigner les relations avec les puissances lointaines qu'avec ses voisins immédiats. Et ça, c'est une évidence, je veux dire. Bon, on peut toujours dire que quand on est algérien, que si les relations algéro-marocaines sont détestables, c'est exclusivement à cause du Maroc. On sait que ça ne peut pas être vrai. Euh, alors, les relations avec l'Espagne ont été exécrables ces dernières années, marquées par une certaine imprévisibilité à cause du dossier du Sahara occidental. Du jour au lendemain, on a rompu les relations diplomatiques. Un certain nombre d'opérateurs économiques ont perdu beaucoup d'argent sans raison particulière. Puis du jour au lendemain, on s'est dit, tiens, finalement, on a eu tort, voilà, on rappelle l'ambassadeur et on fait comme si de rien n'était. Cette imprévisibilité est quand même problématique. L'Espagne, c'est aussi notre région, enfin, c'est aussi la région quand même. Le Maroc, c'est la région. La France, c'est la région.
hein, je veux dire, entretenir des relations particulières et ambiguës avec la France, c'est-à-dire des relations bonnes dès qu'il s'agit de militaires et de renseignements et détestables dès qu'il s'agit de culture, ça, c'est la région aussi. La relation de pseudo-vassalisation avec la Tunisie, ce n'est pas une relation très saine parce que le régime tunisien est en train de faire malheureusement du régime algérien une sorte de de triste modèle, mais ça n'a pas beaucoup d'avenir pour la région puisque, on sait ce que ça a donné en termes de soulèvement populaire. Le risque de soulèvement populaire, ce n'est pas franchement, une marque de stabilité, parce que quand on parle de stabilité, on oublie que les soulèvements émergent souvent dans des régimes qui étaient censés être stables, c'est-à-dire des régimes autoritaires. Je pense à la Tunisie de Ben Ali, je pense à l'Algérie en 2019, etc. Donc, pour moi, on a affaire à un vrai problème régional. Et d'un point de vue sécuritaire, l'influence de l'Algérie en Libye a été modeste, pour dire le moins, et l'influence de l'Algérie au Sahel est modeste. On parle de médiation au Mali, etc. Le pouvoir algérien a été pris de court par ce qui s'est passé au Mali. Donc, si avec tout ça, le Mali, la Libye, le Maroc, l'Espagne, la France, et avec tout ça, on pense que l'Algérie, le pouvoir algérien s'épanouit dans son environnement régional, bon, bah, je veux bien essayer d'être convaincu, mais ça m'étonnerait. Merci. J'aimerais quand même qu'on consacre quelques minutes, parce que le temps passe rapidement, votre compagnie, mais sur la situation politique intérieure, parce qu'il y a plusieurs questions sur le post-Irak. On se rappelle que cette mobilisation populaire en 2019-2020 avait au total mobilisé des centaines de milliers de personnes. Depuis lors, on considère banalement que le pouvoir a repris en main la situation. Mais alors, comment cela se manifeste-t-il? Quid des forces et des formes d'opposition actuelles, excusez-moi. Il y a une personne qui nous demande pourquoi la société algérienne peine tant à s'organiser. Euh, L'une nous dit il est assez déplorable qu'au moment où le monde entier parle de transition énergétique, l'Algérie soit plus préoccupée, en tout cas les cercles dirigeants, par la transition linguistique et a l'air d'être très critique par rapport à cette situation. Donc, est-ce qu'on peut avoir un petit panorama de la situation politique actuelle? Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Qui veut répondre? Je, Sinon, Vas-y. oui, oui, c'est vrai qu'on a vu, comme je disais au tout début, avec le déclenchement du Hirak, ça a donné de l'espoir, en tout cas, pour une transition politique dans le pays, un changement, en tout cas, politique. Et progressivement, il faut quand même rappeler plusieurs choses à la fois. C'est que il y a, entre-temps, la pandémie est passée par là, donc la mobilisation hebdomadaire du vendredi s'est arrêtée pour des raisons sanitaires, donc suite à la crise de la Covid-19. Et puis, cela a profité, bien évidemment, aux dirigeants de progressivement fermer l'espace public, à la fois physique, donc dans la rue, par une présence policière, mais plus largement fermer l'espace public. On a vu jusqu'à récemment donc des arrestations de militants, des arrestations de journalistes, donc certains condamnés même à un an voire plus de prison. C'est la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Et puis qu'est-ce que j'allais dire? Oui, sur la question de la répression, elle est présente. Euh, au niveau de l'opposition, c'est la question qui s'est posée, en tout cas depuis le Hirak. Il faut aussi, on se souvient aussi cette horizontalité à la fois spontanée du mouvement, mais aussi pensée par le fait, l'absence, je dirais, de crédibilité ou en tout cas le sentiment partagé pour le discrédit en tout cas de l'élite politique
au sens plus large, à la fois dirigeantes, mais aussi les partis politiques, y compris les partis politiques dits d'opposition, ont été progressivement, c'est-à-dire la société algérienne a perdu, pour multiples raisons, confiance de son élite. Et ce qui a fait que globalement, y compris pendant les manifestations, il y a les partis politiques existants étaient pratiquement effacés. Ça, c'est la premier facteur. Deuxième facteur, c'est que, bien sûr, l'absence de liberté d'expression n'a pas aidé, en tout cas, à l'émergence de partis politiques avec une assise nationale. Plusieurs partis politiques dits d'opposition ont perdu progressivement ont perdu comment dirais-je, une assise, leur base. Ils n'ont pas pu non plus à constituer, à se structurer pour peser sur l'échiquier politique, au moins imposer des négociations à la suite du Hirak. Après, il y a les partis politiques. Il y a des partis politiques qui ont joué je dirais un double jeu, ou en tout cas, à la fois, ils restent dans le discours, en tout cas, comme opposés. C'est le cas des islamistes, du Hamas, par exemple, du parti, le MSP. Mais au même temps, ont toujours participé à la coalition, aux élections, mais également aux coalitions gouvernementales, donc qui étaient proches des pouvoirs, notamment pendant les 20 ans de présidence de Bouteflika. Tout ça a contribué aussi au discrédit et que les Algériens ont découvert des partis politiques qui étaient dans l'opposition, je dirais pas partis, mais des leaders de certains partis politiques ont en quelque sorte changé d'orientation. Et puis, il y a la répression. Donc, je rappelle, il y a des partis politiques qui ont été, ou des dirigeants de partis politiques qui ont été arrêtés, intimidés. Le mouvement Rage, rassemblement de la jeune, rassemblement, rappelle-moi, Adlan, rassemblement, le Rage, Rage, en tout cas, a été dissous. Donc, Action Jeunesse. Action Jeunesse, merci. Voilà, Rassemblement Action Jeunesse a été dissous également. Tout cela, bien sûr, ne permet pas l'émergence de forces politiques assez structurées, assez puissantes pour jouer un rôle, je dirais, dans l'échiquier politique actuel. Patia. Oui, toujours sur le même sujet, je voudrais dire que déjà, il faut bien voir que le Hirak était caractérisé par alors son côté pacifique, et c'était très important parce que les Algériens avaient ce qui s'était passé dans les années précédentes avait donné cette image d'un peuple violent, de beaucoup de violence. Il y avait beaucoup de clichés d'ailleurs autour de ça. Et donc le souci pour le mouvement d'être pacifique, mais également pour le pouvoir de ne pas réprimer. Il voulait surtout pas recommencer l'épisode qui avait suivi l'interruption des élections où ils avaient pratiqué des exécutions extrajudiciaires, tout un ensemble de pratiques qui ont été abandonnées parce qu'ils ont compris le risque auquel ça les exposait en termes au niveau du droit international. Donc tout ça a fait que c'était assez exceptionnel parce que le pouvoir s'est retenu de réprimer et le mouvement était pacifique. Mais il faut bien voir que ce type de mouvement, dans un pays qui où il n'y a pas vraiment d'état de droit, donne l'opportunité aux services de renseignement de ficher tout le monde. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait s'opposer à ce régime à un niveau très très large dans la société a été identifié, fiché, etc. Ce qui fait qu'à la suite, lorsque le Hirak s'est arrêté pour les raisons qui viennent d'être expliquées, notamment la pandémie, d'abord, on avait un pouvoir qui a eu très peur. Et donc, on va pas revenir à la situation antérieure. On va revenir à une situation bien pire.
c'est ce que d'ailleurs beaucoup de gens constatent. Ils disent qu'à l'époque de Bouteflika, on avait beaucoup plus de liberté, paradoxalement, parce que le pouvoir ayant été, s'étant senti vraiment vaciller, eh ben, il réagit de manière très répressive et il a fiché tout le monde, donc il met tout le monde en prison, d'une manière ou d'une autre. Hein. Il y a des gens qui passent par la case prison. Comment il s'appelle? Enfin, vous avez cité les journalistes. Il y a quand même Qadi Hssen qui a, je crois, qui a écopé de 7 ans avec 2 ans. C'est énorme pour un journaliste, quelqu'un qui est à la tête quand même d'un média, un des seuls médias qui était vraiment ouvert, qui était resté, parce qu'il faut dire que tous les médias, tous les médias libres ont été fermés, les partis politiques ont été dissous, les ligues de droits de l'homme ont été interdites. Donc, c'est bien rigolo de venir nous dire pourquoi la société ne s'organise pas. Mais on est dans une période de répression systématique. Bon, j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps, mais là, le pays est sous le choc de cette répression parce que les gens qui sont sortis pendant le Hirak, ils pensaient qu'ils allaient quand même obtenir des choses. Et le fait d'avoir rien obtenu, ça a provoqué un recul immense. Donc, on est maintenant dans une situation très grave où les gens ont peur et où ils ont perdu non seulement les promesses que portait le Hirak, mais ils ont perdu tous les acquis de la période Bouteflika qui, quand même, existait plus ou moins. Voilà. Adelaine, Oui, alors je rejoins tout à fait mes deux camarades, tout ce qui vient d'être dit. Effectivement, le Hirak en 2019, on a tendance à l'oublier, mais qu'on le veuille ou non, malheureusement, ça n'a pas été l'émanation d'une élite. Ça a été, ça me rappelle un peu la formule d'Hannah Arendt sur la Révolution française qui disait dans les révolutions, en fait, c'est le peuple qui vient libérer les élites des prisons et des brasseries. 2019, c'était un peu ça, c'est-à-dire que des élites étaient un peu, malheureusement, parfois s'accommoder un peu de ce qui se passait, et c'est venu finalement du bas, hein, des clubs comment dire, de supporters de foot, etc. Puis effectivement, je pense qu'une partie de l'élite algérienne y a contribué et elle en paye le prix. Alors, Fatiha a cité Hassan Al-Qadi, on peut citer un autre journaliste, Moustapha Benjama. Il y a un vrai harcèlement, les journalistes algériens aujourd'hui subissent un harcèlement que ma génération n'a jamais connu. Alors, les années Bouteflika ont été des années immondes qui ont donné finalement le Hirak de 2019 par l'opacité du pouvoir, la corruption, l'oligarchie, tout ce qu'on veut. Mais en termes de répression, ce qui se passe depuis 2019 est ce que notre génération a connu de pire. On a parlé tout à l'heure de ce qui s'est passé avec le rage, etc. C'est très difficile à expliquer. Alors, je pense qu'il y a effectivement la peur aujourd'hui, effectivement, mais il y a, je pense, comme souvent, une partie de l'élite qui s'accommode un peu aussi de ce qui se passe, soit par la peur ou par intérêt, mais aussi parfois parce qu'elle finit par adhérer à une propagande qui fonctionne. Moi, j'ai discuté avec des gens qui ont manifesté de bonne foi en 2019 et qui m'ont dit bah, je ne peux plus manifester aujourd'hui parce que j'ai peur du mouvement autonomiste kabyle, j'ai peur pour l'intégrité territoriale algérienne, j'ai peur du terrorisme parce que, bon, on a ressorti effectivement, comme l'a rappelé tout à l'heure Fatih, la notion de terrorisme pour terroriser justement les acteurs du Hirak. Donc je pense qu'effectivement, en 2019, le pouvoir algérien a été pris de court, puis il a appris à réprimer sur le tas, finalement. Il a appris à réprimer en réprimant, puisque ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu à le faire, et il l'a fait pendant des années. Aujourd'hui, on a une sorte d'un régime contre-révolutionnaire qui se croit tout puissant, et la prochaine échéance, en fait, ça sera la tentative d'élection de l'année prochaine, et à ce moment-là, on verra si le boycott ou si l'ampleur du boycott ou si un nouveau mouvement permettra enfin, de redonner un souffle à Sohera. Mais la situation est plutôt dramatique aujourd'hui en termes de liberté. On t'entend plus. excusez-moi. Brahim, si tu veux, non pas conclure, mais je te laisse généreusement une minute parce que là, on est presque à la fin de nos échanges. Bon, je vais quand même te laisser le dernier mot. Oui, alors merci
merci à Adlan, merci à Fatia, à toi Didier, aussi aux auditeurs qui nous écoutent. Oui, je crois ce pays, comme on l'a évoqué, il a ses atouts, il a beaucoup d'atouts économiques, mais aussi politiques. Il y a un potentiel humain important, mais en même temps, il a ses fragilités, le durcissement du pouvoir actuel, de la politique répressive est inquiétante, d'autant que la population subit déjà l'inflation, subit sur le plan économique et social déjà une pression énorme. Ajouter à cela une pression politique, je crois que ça devient une forme de mine, je dirais, de bombes à retardement. Et voilà, donc mon dernier, je crois, mot, c'est cela. Et sur la question des hydrocarbures, cette dépendance, elle reste aussi un des éléments de cette fragilité, c'est que du jour au lendemain, si, comme Fatih l'a rappelé, si demain le prix du gaz et du pétrole rechute, le pays risque de tomber dans les mêmes crises, un nouveau cycle de crise économique, politique et sociale. Merci beaucoup. Bah, écoutez, alors, nous sommes particulièrement ponctuels. Merci Ibrahim, bah, merci pour ton livre, bien sûr, pour sa densité, pour les nombreuses questions qu'il soulève, et on en a eu la preuve ce soir. Merci à Fatia et merci à Adelaine pour avoir accepté l'invitation de l'IRIS et pour votre lecture rigoureuse et critique, amicalement critique, des thèses qui sont développées par Brahim. Merci bien sûr à tous nos auditeurs. Nous étions plus de 215 à un moment dans la soirée. Je n'ai malheureusement pas pu aborder toutes les questions tant elles étaient variées. Enfin, je pense qu'on en a abordé, grâce à vous trois, de nombreuses et on a pu apporter des réponses. Alors, évidemment, dernier remerciement, c'est aux éditions Erol, puisque nous avons entamé cette collection qui maintenant s'enrichit de trimestre en trimestre et qui s'appelle Découvrir et comprendre. Bah, je pense que c'est exactement dans cette optique que Brahim a rédigé son bouquin. Et un dernier conseil, bah, achetez tous le livre. Vous le trouverez dans les bonnes librairies, mais vous le trouverez aussi en vente à l'Iris, sur le site de l'Iris, où vous pouvez passer des commandes. Donc voilà le bouquin de Brahim que nous remercions. Merci à tous, bonne soirée et j'espère à très bientôt et j'espère aussi en présentiel, comme on dit désormais. Bonne soirée à tous.